Et bienvenue à toutes et à tous au Paris Zéro Carbone. Nous sommes aujourd'hui avec Célia Bloel, maire adjointe de Paris, chargée de la scène, de la prospective Paris 2030 et de la résilience. Bonjour. Bonjour. Avec le docteur Ludovic Toro, maire de Coubron, Seine-Saint-Denis et président de la commission Santé et Solidarité de la métropole du Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Nathalie Bartin, directrice marketing stratégique RSE et innovation d'Altarea. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et avec Pierre-Yves Dulac, délégué régional Île-de-France d'Engie. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre de comment bâtir les villes face au dérèglement climatique. Ça a été rappelé, nous sommes 5 ans après les accords de Paris. Il y a 5 ans, justement, les villes n'étaient pas directement partie prenante. Elles étaient considérées comme la société civile aux côtés des entreprises et des ONG dans la négociation de la COP21. Aujourd'hui, force est de constater que les villes sont en avance dans cette lutte contre le dérèglement climatique devant les États et les entreprises. On excuse par avance auprès des compagnies présentes. Célia Bloel, justement, sous la précédente mandature, vous étiez chargée du plan climat. Aujourd'hui, vous êtes chargée de penser la ville à 10 ans, avec la prospective Paris 2030. Quelle est votre stratégie, justement, pour qu'on continue sur cette lancée ? Alors effectivement, les villes ont toujours eu un temps d'avance, c'était déjà le sujet en 2015, et donc j'ai eu la chance de porter pendant le précédent mandat ce plan climat qui était un plan de transformation écologique de la ville de Paris. Aujourd'hui, penser Paris 2030, j'ai envie de dire, c'est un peu le même job. Mon job à moi, c'est d'anticiper les défis. La grande différence avec 2015, c'est que désormais nous avons une superposition de défis en ce 21e siècle. C'est l'urgence climatique, elle est là, très présente, mais c'est aussi les défis des solidarités pour une ville comme Paris, d'accueillir au mieux toutes et tous. C'est aussi un sujet de révolution démocratique, on l'a vu ces dernières années, entre les marches pour le climat, différentes manifestations, mais aussi les gilets jaunes. Nous devons réinventer ce sujet de la démocratie. Et un dernier défi qui est très important, c'est le défi économique. La crise sanitaire l'a démontré, nous devons repenser nos modèles économiques. Donc mon job vraiment c'est ça, c'est anticiper, travailler là-dessus, mais tout de suite transformer radicalement. Je crois que le sujet aujourd'hui c'est l'accélération. Anne Hidalgo le dit souvent, il nous reste 10 ans pour agir. Pas pour regarder, nous connaissons les défis, nous connaissons les solutions en partie, il nous faut les inventer. Donc l'idée vraiment c'est ça, c'est d'avoir des objets très forts de transformation de la ville d'ici à 2030, avec encore un élément, ne pas le faire seul. Notre idée vraiment c'est de partager, il y a besoin d'une mobilisation générale de la société, que ce soit des citoyens, des entreprises, des politiques, de tout le monde, donc de partager ça et de partager aussi avec les territoires, parce que notre conviction avec Anne Hidalgo, c'est qu'on y arrivera très unis, c'est ce qu'a montré 2015, une solidarité des villes à l'international. À partir de 2020, il y aura aussi une solidarité très forte entre les villes françaises, j'en suis certaine. La métropole du Grand Paris, c'est la bonne échelle, Célia Bloel ? C'est une des bonnes échelles. Bien évidemment, on avait déjà ce sujet sur la pollution de l'air, la lutte contre le dérèglement climatique. On a besoin de l'échelle métropolitaine pour agir, mais pour autant, j'ai envie de dire, tous les échelons sont importants. La vie du quartier, la vie de l'arrondissement, la vie de Paris, la vie de la métropole, l'échelle française, l'échelle européenne. Il faut que chacun, avec sa bonne compétence au bon niveau, fasse le job. Et c'est un des sujets encore du moment, c'est que les planètes politiques ne sont pas toutes totalement alignés, donc on se tire vers le haut les uns les autres. C'est aussi ça en fait l'objet d'un rendez-vous comme celui-là. C'était l'objet en 2015 du rendez-vous de ce sommet des 1000 maires. C'était dire avec force où nous en étions, embarquer ceux qui étaient un petit peu plus derrière, se faire tirer par ceux qui étaient devant et porter très fort cette voix des villes. Vous l'avez dit, nous étions société civile en 2015. Nous sommes bien plus loin aujourd'hui et c'est une bonne chose. Merci. Ludovic Toro, maire de Coubron, médecin généraliste. Quand on préparait cette table ronde, vous m'avez dit qu'il faut partir de la santé pour aller vers l'écologie. Concrètement, quels médicaments vous souhaitez prescrire ? Alors, 3 médicaments, la volonté politique, la finance et l'information et la communication vers le citoyen. Je crois que ces 3 médicaments devraient faire reculer la maladie et faire que dans quelques années, on ne soit pas là à compter l'augmentation de nos microparticules, du CO2, du dioxyde d'azote. 2 phrases ont été dites, et vous l'avez dit initialement, le rôle des collectivités. La COP25, c'est un échec. La COP24, c'est un échec. La COP23. Les COP servent à dire que la COP précédente n'a pas marché. Ça veut dire qu'à un niveau internet... Pardon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que ce sont des échecs ? Il suffit d'écouter les comptes rendus des COP et d'y assister pour se rendre compte qu'ils disent qu'on n'obtient jamais les chiffres qu'on s'était dit d'obtenir quelques années avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez bien vu qu'au niveau international, c'est une catastrophe, d'accord ? On essaie de le faire, c'est parfait. Mais à chaque fois, on se rend compte que rien n'avance vraiment. La preuve, c'est quand on voit les chiffres aujourd'hui qu'on nous présente
Je ne parle pas des microparticules à 1, à 2, 5 ou à 10, mais tous les autres, ça ne va pas le faire. La neutralité carbone à 2050, sur les pentes de remontation qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura jamais. Alors oui, vous posez la question sur la métropole du Grand Paris, mais ma collègue l'a dit, je pense que tous ensemble, nous devons absolument faire tout et nous réunir, comme on le fait aujourd'hui, pour être actifs et surtout avoir des résultats. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas là. Les résultats qu'on avait prévu d'obtenir en matière sanitaire, et c'est ce que je vous disais quand c'est au téléphone hier, on part de la pollution et on va vers la santé. Je pense qu'il faut, hélas, comme partout, parler d'abord de la santé et faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, cette santé tue. C'est 9% de la mortalité et ça ne fait qu'augmenter. Moi, je suis généraliste depuis 30 ans. J'ai jamais vu autant de pathologies. Je ne parle pas de cette crise de la Covid, mais avant, en termes d'allergies, de difficultés respiratoires qui n'ont rien à voir avec la génétique. Donc, on se rend compte, nous, dans les cabinets, que les pathologies pulmonaires augmentent et qu'elles sont liées, bien sûr, à tout ce que nous respirons aujourd'hui. Donc maintenant, voilà, c'est où on a une volonté tous, mais c'est vrai que les collectivités est une bonne échelle. J'ai toujours dit que ceux qui sont le plus près des citoyens peuvent les plus actifs parce que c'est eux qui se rendent compte des choses. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on se regroupe tous ensemble, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'on donne une meilleure lisibilité aux citoyens sur les aides qu'on peut avoir, mais peut-être qu'on en parlera ultérieurement, sur tout ce qui peut diminuer la pollution à la fois dans la métropole que dans notre pays. Les maires ont des marges de manœuvre pour agir à leur niveau. Il y a 5 ans, Anne Hidalgo et Céline Boulard réunissaient 1000 maires ici même, à l'hôtel de ville de Paris. Vous savez, il ne faut pas rêver. La pollution ne s'arrête pas qu'on mettra des moyens financiers. Et vous savez très bien que les moyens donnés aux mairies, ça fait des années qu'ils diminuent. Donc si vous voulez, si vraiment on veut faire bouger les choses, il faudra une volonté politique qui peut être assez dure à prendre parfois. Il faut un certain courage pour casser tout cela, mais il faut aussi des finances. On aura de l'environnement que si on met de l'argent. Alors on le met tous, hein, chacun à sa hauteur. La métropole, la région, Paris, les autres villes, on met, mais excusez-moi, il faudrait que là-haut ça descende un peu. Parce qu'à force de mettre là, alors qu'on nous enlève moins, on ne peut rien faire. Alors on peut en effet avoir des bonnes idées, avoir des initiatives, mais s'il n'y a pas derrière des finances, on ne pourra rien faire. Nathalie Bardin, ces financements ils peuvent être apportés par des entreprises comme la vôtre. Et justement, vous, en tant que promoteur, vous avez aussi une responsabilité de loger les gens, aussi d'atténuer votre empreinte carbone qui est une des plus fortes, celle du bâtiment avec les transports et l'industrie. Comment on peut continuer à fabriquer cette ville tout en faisant face aux crises écologiques, économiques et sanitaires dont on voit la preuve éclatante en ce moment? C'est une énorme responsabilité. Moi, j'aime bien dire qu'on est rentré dans une société des urbains. On sait qu'à horizon 2050, 70% de la population, elle sera urbaine. Et on sait aussi que nos métiers, les métiers du bâtiment, ils participent de 20% des émissions de CO2. Et donc, quand on met ces deux chiffres en corrélation, on se dit que dans cette société des urbains, on a une responsabilité énorme à réduire notre impact carbone. Et dans la prise de conscience qu'on a eue, on a une conviction qui est que aujourd'hui, une des solutions, une des réponses dans la façon de construire la ville, c'est de bâtir la ville sur la ville. Donc c'est un mot qui peut paraître comme un gros mot, c'est l'intensité de la ville, c'est la densité de la ville, et plus on aura cette approche pour dire comment est-ce qu'on réfléchit à une ville plus dense, plus intense, pour lutter contre l'étalement urbain, pour mutualiser les flux, qu'ils soient énergétiques ou qu'ils soient de transport, on aura un élément de solution. L'enjeu est de la rendre acceptable aux yeux de la population concernée. Le docteur Taureau parlait justement d'inclure la population davantage dans ces consultations. Comment on travaille mieux avec la population pour lui faire comprendre qu'il vaut mieux densifier que s'étaler? Alors comment alors il y a peut-être plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est concevoir différemment la ville, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus faire la ville comme on la faisait avant. Et donc, inclure la population, c'est certainement déjà de lui proposer des bâtiments dans lesquels ils vivront mieux,
un exemple. Aujourd'hui, quand on restructure un immeuble, eh ben, peut-être intégrer des éléments de confort d'été et de confort naturel où il fera meilleur pour y vivre, rajouter de la nature en ville et donc revégétaliser et donc proposer du bien-être, leur apprendre à utiliser leur espace de vie un peu différemment. Donc c'est une façon de construire différemment. Et puis de plus en plus, on le voit au sein de la ville de Paris, mais ailleurs également, tout le travail de consultation, concertation, très en amont, qui est de se dire comment aujourd'hui on veut reprendre possession de l'espace dans lequel on vit, dans lequel on travaille, dans lequel on consomme, sans le subir, avec un vrai sens de la responsabilité. Je pense que ça fait partie des axes de travail sur lequel on est. Et je voudrais ajouter quelque chose. Quand je vous entends, on se dit toujours que la ville est le problème. Elle est le problème à l'exclusion, elle est le problème à la pollution, elle est le problème à l'isolement. Et nous, on est convaincus que, en fait, la ville, c'est la solution. On pense que c'est la solution, justement, pour lutter contre cet étalement urbain, c'est lutter contre les exclusions. Par contre, il faut la fabriquer autrement. Donc, le vrai sujet, aujourd'hui, par rapport au zéro carbone, c'est pas tant l'objectif. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif. Le vrai sujet, c'est les moyens qu'on va se donner et le facteur temps qui est, dans nos métiers, un sujet crucial, puisqu'on est un métier du temps long. Et aujourd'hui, on est bien conscient qu'on n'a plus ce temps. Et donc, il y a un vrai sujet qui est de se dire comment est-ce que, on embarque les citoyens, clairement, mais le politique est déterminant. Si on n'a pas le politique avec nous pour nous aider à accélérer cette transformation, on n'y arrivera pas. Je vais faire réagir Célia Bloel Sur la mobilisation sur les du relations politique. justement entre les entreprises et les élus. Moi, je crois qu'en fait, 2015 a été aussi fondateur dans cette relation avec les entreprises. Pour moi, ça a été un moment où on a rebattu les cartes des motivés et des pas motivés. Avant, on se disait les politiques n'y comprennent rien. Les associatifs sont tous défenseurs de la planète et extrêmement positifs, et les entreprises ne pensent qu'à faire du profit. En 2015, on a vu autre chose se dessiner avec, alors maintenant c'est un peu galvaudé comme terme, enfin franchement, ceux qui étaient dans l'ancien monde, qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer, et c'est le cas aussi dans le monde politique, et ceux qui étaient en train de se dire il faut y aller. Et il faut y aller sur un chemin où, en fait, oui, l'objectif lointain est très clair maintenant pour nombre d'entre nous. Mais par contre, le chemin est très compliqué. Chaque sujet qu'on prend en main, on doit partir d'une page blanche. On doit convaincre, on doit bousculer des cultures. On le voit, nous, ici en interne, vous le voyez dans vos entreprises. Donc, en fait, le rapport aux entreprises, je crois, est devenu très intéressant. C'est-à-dire qu'on décide d'avancer ensemble. On n'est pas toujours d'accord. On se challenge les uns des autres. On se frite un peu aussi, il faut se le dire, parce qu'on n'a pas les mêmes motivations. Mais quand même avec un objectif sur lequel on travaille. Donc moi je trouve qu'il s'est passé quelque chose en 2015 de très intéressant. On est sorti d'un monde un peu noir-blanc à la Star Wars vers quelque chose de assez complexe. On assume la complexité et ceux qui ont envie d'y aller ensemble, ils vont ensemble. Pierre-Yves Dulac, est-ce que l'ancien monde, pas vous, Célia Bloel, un peu quand même parce que vous êtes là depuis longtemps, comprend bien les entreprises, et le nouveau monde qui exclut le gaz des bâtiments neufs comprend les entreprises? Je pense que oui, bien évidemment. Je vais prendre un exemple très simple. L'ancien monde... Chez un énergéticien comme Engie, par exemple, l'ancien monde, c'était plutôt de vendre de la molécule ou de vendre de l'électron. Aujourd'hui, le nouveau monde, c'est plus du tout ça. C'est de vendre des solutions de facilité, c'est de vendre du confort, tel qu'Alicia l'a dit, et c'est de vendre surtout également des économies. Donc j'insiste énormément là-dessus, tout en luttant contre ce réchauffement climatique que l'on subit tous. C'est vraiment amener un confort optimal aux usagers, dans les villes, etc., en maintenant un coût tout à fait acceptable par les citoyens. Et donc on change. Et donc le groupe Engie aujourd'hui est un promoteur de solutions d'économie d'énergie en particulier. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure, si on prend la ville aujourd'hui, pour revenir sur la transition énergétique et lutter contre le réchauffement, il y a deux sources principales. C'est le transport, les voitures en termes de pollution, et par exemple le chauffage. Quand on voit ce qui sort des cheminées en ce moment, on est en plein hiver, c'est vrai que, comme dit Célia, il y a une urgence absolue. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, travailler sur la réhabilitation du bâti. Il faut absolument isoler les bâtiments le plus vite possible pour conserver le confort des usagers, d'accord, et maintenir le coût. Si le bâtiment est plus isolé, mieux isolé, il va moins consommer. Le coût viendra en conséquence, il sera moindre. Les véhicules, on y reviendra après, sur la mobilité douce, il faut absolument changer le système très rapidement. Les entreprises... Comment changer le système? Le système simplement, le moteur à explosion, tout simplement. C'est aussi l'ancien monde, si je puis dire. Le nouveau monde, c'est plus ça. Et donc, un groupe comme Engie, effectivement, est partenaire des collectivités, des élus, à tout niveau.
et en particulier au niveau des mairies. Ça, j'insiste énormément, on y reviendra après. Vous confirmez, Ludovic Toro, qu'Engie est aux côtés des mairies? Moi, je confirme les propos de Célia Bloel qu'aujourd'hui, alors, ancien monde, nouveau monde, je sais que sur les résultats, on est dans l'ancien monde. Ça, c'est une chose certaine. On n'a pas encore franchi le nouveau monde. Le partenariat est même pas important, il est primordial avec les entreprises et tous les maires maintenant travaillent. Tous les projets, avant, les gens venaient quand le projet était fait, maintenant ils viennent avant et ils voient avec le maire si on fait le projet. Et ça, c'est très important. Parce que c'est le maire le plus près de la population qui peut vous dire ce qui ira et ce qui ira pas. Donc ce lien avec les entreprises, chaque jour s'accroît, parce qu'à la fois, nous, on sait que se travailler avec les entreprises est important. Une entreprise maintenant sait que sans maintenant la volonté politique et la décision politique, ça ne pourra pas avancer. Alors, par contre, sur le fait que on doit aller vers l'urbain absolument, les 70%, je suis pas tout à fait d'accord, mais je parle peut-être au niveau plus santé. Je pense que si on avait des transports en commun, et je le dis très clairement, et c'est aussi un de nos problèmes à tous dans la construction des villes et pour bâtir la ville sur la ville, c'est qu'on peut très bien faire des transports qui nous montent à 70 km ou 80 km de la métropole et qui arriveront très rapidement au centre où il y a du travail. Voilà. Donc on n'est pas forcé d'aller vers une construction absolue en mettant des îlots hyper denses et des îlots qui seront absolument pas habités. Ludovic Toro, excusez-moi, vous travaillez là-dessus avec les entreprises. Et je parle pas de délocalisation, mais la nature, ça doit être partout. On pourra pas mettre la nature à un endroit 70 km de Paris et reconstruire un peu de nature dans ce qui est très dense. Et justement, mais quand vous prêchez un peu pour votre paroisse et en même temps, j'ai envie de vous demander, parce que votre commune de 4800 habitants aux portes de la Seine-et-Marne, qui est assez moins minérale et plus végétale, comment vous... Forcément, il y a des gens qui veulent venir se loger parce qu'ils ont envie de meilleure qualité de vie. Alors comment vous leur dites non, on arrête de construire? Si vous voulez, comme je vous l'avais dit, il y a une chose importante. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut réfléchir différemment. C'est pas une affirmation. Quand on s'est eu au téléphone, qu'il est non, bien sûr, il est important de dormir, mais je vous assure qu'il est aussi important de vivre. Si vous n'avez pas de transport, si vous n'avez pas de médecin, si vous n'avez pas de nature, arrêtons de construire. Parce que dormir, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où, dans certaines villes, il est très difficile de vivre et vivre avec la nature. Donc voilà, je dis pas, peut-être que je suis une exception en petite couronne, à la métropole, dans le 93, mais je suis désolé, les gens viennent dans ma ville, des autres villes voisinantes, pour voir des chevaux, pour voir des animaux et pour se promener. Voilà, c'est juste quelque chose, un équilibre qu'on n'a pas su maintenir depuis des années et qu'il faut vite se réapproprier pour que les gens puissent vivre dans la nature. Et je vous dis quelque chose, on parle de dérèglement climatique, si vous n'avez pas d'arbres qui absorbent cette chaleur et au mois d'été, ça ne va pas le faire du tout. Donc si vous voulez, on ne pourra pas passer, parce que là on parle d'habitation, mais il faut revenir aussi au dérèglement climatique. C'est-à-dire que là, il y a urgence. Si on ne fait rien, à la fin du siècle, on va prendre à peu près 4 degrés. 4 degrés à la fin du siècle. Si on ne fait rien aujourd'hui, en 2050, on va peut-être prendre 1 ou 2 degrés. Vous vous rendez pas compte de ce que ça va occasionner en termes, je parle de santé. Ça va être quelque chose une révolution au niveau de santé publique. Donc là, il y a encore une urgence. 2050, c'est demain. 2050, c'est demain. Et les résultats qu'on a tous aujourd'hui, on peut le constater, ne sont pas bons. Donc là, il y a urgence à agir. Il y a urgence à bloquer cette pollution. Il y a urgence à développer la nature. Alors bâtir la ville sur la ville, c'est-à-dire reconstruire une ville qui était plutôt polluante pour une ville qui est moins polluante ne pose pas de problème. Mais réfléchir aussi à une densification qui peut s'élargir en grande couronne ou en petite couronne devrait être un travail qu'on pourrait faire tous ensemble. Alors justement, Nathalie Bardin, je sens que ce message vous était un peu adressé. J'ai compris. Comment justement on réintroduit de la nature en ville dans les métropoles où le prix du foncier, le mètre carré au foncier est très cher, très élevé? Peut-être juste pour réagir ce que disait Monsieur le maire, moi je partage le fait qu'il faut de l'équilibre. Et équilibre, ça veut dire équilibre écologique, équilibre sanitaire, équilibre économique, avec quand même une équation importante qui est qu'on a un besoin structurel de logement en France, on a un problème de logement. Et donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre des communes très denses et des communes peut-être moins denses, et apporter des solutions qui soient confortables pour l'utilisateur et en même temps qui le permettent de vivre bien.
vous me posez la question de comment on réintroduit de la nature. Aujourd'hui, on a plusieurs projets, Ville de Paris et en grande couronne également. Je peux peut-être donner quelques exemples. On a un projet, peut-être que ça parlera à Monsieur le maire, qui s'appelle l'Air du Temps dans le 13e arrondissement, où on fait un immeuble pont en bois et où on va recréer tout un espace végétal avec un pôle qui associe santé et numérique. Et donc on recrée de la nature en ville dans un espace très dense, mais avec aussi une utilisation, puisque cette nature, typiquement, on va créer un jardin médicinal, et donc ça va être aussi en circuit court pour utiliser ce type de plantes pour recréer de la production complètement locale. Autre exemple, on est à Issy-les-Moulineaux. Donc pas très loin, en cœur de ville, un ancien immeuble qui était l'immeuble de recherche et développement de France Télécom, là où le Minitel a été inventé. Merci Giscard. Comment ? C'est Oui, enfin c'était pas ça auquel je pensais, c'était pas ça auquel je pensais. Donc la mairie voulait transformer cet immeuble de bureau en un autre immeuble de bureau. On dit non, ça n'a pas de sens. Nous, on pense qu'il faut créer un nouveau quartier. Donc, il faut créer de la mixité. Il faut créer de la mixité d'usage en mettant du logement, du bureau, des services, des pieds d'immeubles avec du commerce et une forêt urbaine. Et donc, j'entends que c'est pas la forêt dont on rêve, mais néanmoins, ça a une vertu qui est de pouvoir créer un îlot de fraîcheur. Ça a une vertu d'être un puits carbone dans une ville qui est elle-même très connectée à des transports. Ça a une vertu aussi, puisque lié à cette forêt urbaine, on va pouvoir relier l'ensemble du réseau énergétique avec de la géothermie. Et donc, on aura 70% d'énergie renouvelable pour chauffer ou refroidir. On le fait avec Engie d'ailleurs, l'ensemble. Et donc, ça veut dire que on peut trouver des solutions intelligentes pour à la fois loger dans un cadre contraint. Vous l'avez évoqué, le foncier est rare, le foncier est cher, et néanmoins, nous on milite pour une ville qui soit vivable. Enfin, c'est pour ça que je disais que la ville, peut-être pas la même, mais une ville où on ait envie d'être et en même temps qui répondent à l'ensemble de cette équation qui paraît très complexe, effectivement, mais qui est possible. Oui, justement, Pierre-Yves Dulac, il ne suffit plus de poser les tuyaux pour alimenter en gaz les logements et ou les bureaux. Aujourd'hui, les usages sont multiples, les bâtiments sont des quartiers à eux tout seuls. Comment on prend ce tournant en marche ? Je crois qu'avant de répondre à ça, si vous me permettez, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nathalie. Aujourd'hui, et la crise du Covid est vraiment un exemple vraiment flagrant aujourd'hui, les usages sont en train de changer. La ville, on ne la conçoit plus comme avant. Ce que disait Monsieur le maire également, est-ce qu'on ne va pas déporter un peu les gens pour aller habiter plus loin, 70 km, etc. Ok, je comprends qu'il y a un problème aussi de niveau économique, en fonction du prix du mètre carré, etc. Mais force est de constater aujourd'hui que la Covid en particulier a changé les usages. Aujourd'hui, la ville, c'est travailler, se loger, s'épanouir, élever ses enfants, etc. Tout ça dans un espace qui est beaucoup plus réduit qu'avant. Et donc, vous allez nous faire la définition de la ville du quart d'heure. Absolument, Carlos Moreno avait raison. C'est un peu ça. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un équilibre effectivement à trouver. On n'est plus dans l'ancien modèle, effectivement, et je pense que de ce fait-là, les transports eux-mêmes vont réduire. Le temps passé dans les transports va réduire à terme. Alors il y a urgence, effectivement, 2050, c'est demain matin. Pour répondre à votre question, César, effectivement, il ne s'agit plus de poser des tuyaux et puis de pousser du gaz dedans, c'est pas du tout ça aujourd'hui. C'est ce que je disais, c'est plutôt d'amener des solutions. Alors il y a des solutions techniques pour lutter contre ce réchauffement climatique, effectivement, et la pollution en particulier. Ce que je disais tout à l'heure, il est effarant de voir en plein hiver toutes ces cheminées qui fument dans nos cités urbaines. Donc une des solutions, effectivement, c'est la géothermie. Ça peut être la biomasse, mais en Île-de-France, on est sur un secteur privilégié avec un sous-sol où, dans une couche qui s'appelle le Dugger, où on a une source de chaleur qui est quand même importante. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'en Île-de-France en particulier, les collectivités et les élus poussent très très fort sur ces solutions géothermales. Oui, la géothermie est déjà très utilisée à Paris. Est-ce que c'est une énergie d'avenir ? Est-ce que c'est une alternative à d'autres sources d'énergie ?
Oui, la géothermie est déjà bien présente à Paris avec presque une cinquantaine de puits d'une plus ou moins grande capacité. C'est évidemment un des potentiels d'avenir. À Paris, de toute façon, on en a identifié 2 prégnants qui sont le solaire, la géothermie. Il y a, voilà, si on doit faire d'investissements dans d'autres énergies renouvelables pour Paris, ça se fera très probablement dans le cadre de partenariats urbains ruraux. Moi, je voudrais quand même juste réagir à tout ce qu'on est en train de se dire parce que je suis très partagée par notre échange, à la fois de se dire quel est le chemin parcouru depuis 2015, à la fois enthousiaste, rassuré un petit peu sur mes angoisses d'avenir, parce que je me dis la prise de conscience, elle a percolé, quelles que soient nos couleurs politiques, on avance, on se dit des choses, et en même temps, comme dirait l'autre, avec quand même une petite, un sentiment quand même qu'on n'y est pas, quoi, face à la nécessité de l'accélération. Moi, je crois que nous devons en être encore plus, et je le dis pour moi, politique, pour nous politiques, chers collègues, mais pour les entreprises, encore plus radical dans la façon dont nous regardons les choses. Je trouve qu'on est encore très classique finalement dans les réponses qu'on est en train de se dire, qu'on est encore très empreint de notre culture. Il faut prendre des décisions encore plus fortes. Plus fortes en tout cas, de nous ouvrir plus à une imagination pour se pencher sur cette ville de demain, parce que finalement c'est très compliqué. L'écologie pour moi est un exercice compliqué. On part d'angoisse très forte qui pèse sur nous. Je le dis d'autant plus mère de 2 petits-enfants en bas âge en me disant quelle va être leur vie en 2040, 2050. L'écologie aujourd'hui, c'est d'abord vous dire vous mangez mal, vous respirez mal, vous allez avoir très chaud, vous allez, etc. C'est très dur. Une fois qu'on a passé la phase de l'angoisse, il faut démonter en fait tout ce qu'on a appris à l'école finalement. Nous sommes dans une ambiance et une culture très forte. On nous a appris dès tout petit que la vie c'était comme ça, que l'économie devait se passer comme ça, que la croissance était l'alpha et l'oméga, etc. Donc il faut démonter pour poser la perspective de demain. Et donc c'est vrai que même quand je vous entends dire l'élément végétal dans notre programme, enfin à un moment il faut qu'on arrête de penser la nature comme un élément de décor, mais comme étant part de notre écosystème. Donc je pense qu'on a un besoin de radicalité beaucoup plus forte, mais je nous l'applique à nous tous dans cette pensée qu'on doit développer pour être à la hauteur des enjeux. Et ce que vous dites aussi, et ce que dit Monsieur le maire, c'est que quand même on va avoir besoin d'une vision forte à l'échelle aussi des territoires et nationale, parce que la surconcentration en monde urbain, la question de la densité, c'est aussi la question de l'attractivité économique et de la capacité à tout le monde de vivre. Donc est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose aujourd'hui, voilà, pour écrire un autre chemin qu'une centralisation en région parisienne ou dans les grandes villes? Et donc on sent bien qu'il y a besoin de poser une nouvelle vision, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui quand même très très fort. Une vision d'un monde sympa, enthousiasmant, vers lequel on arriverait aussi à avoir un récit pour embarquer plus globalement nos concitoyens. Et donc là, il y a quand même un gros sujet sur la table si on veut être à la hauteur en 2030, en 2040. Vous l'avez dit, c'est demain, quoi. Ludovic Toro, comment on réenchante l'écologie? On vient de la réenchanter. Je vais vous dire pourquoi. J'appartiens pas du tout à l'obédience politique de Célia Bloel, et pourtant j'adhère totalement à ses propos. Parce qu'en effet, là, on est sur un domaine humain, un domaine de santé, un domaine d'avenir. Alors c'est vrai, on dit qu'il faut beaucoup de logements, qu'il faut faire vite, les gens ne peuvent pas dormir, mais si on part seulement dans cette course-là, parce que j'ai entendu, Madame Bardin, ce que vous disiez sur la reconstruction dans une cité d'îlots de fraîcheur, mais ça coûte très très cher, on ne pourra pas le faire partout. Ça ne peut pas être la solution. Vous n'aurez pas les moyens de faire cela partout. Et moi, je voudrais une égalité territoriale sur l'accès à l'environnement et à la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tous, quel que soit le parti politique, on s'est rendu compte, et on se rend compte parce que c'est présent. C'est pas la santé dans 20 ans, dans 30 ans. Aujourd'hui, vous allez en pédiatrie, vous verrez tous les enfants qui ont des problèmes de pneumologie, d'asthme, qui ne sont pas liés à des allergies, mais qui sont liés à la pollution. Donc ça, c'est factuel. Aujourd'hui, la pollution touche nos enfants, et je vois même au-delà. On a fait une étude, vous savez, sur les microparticules 10 et 2,5. Savez-vous que quand un enfant naît aujourd'hui, il est plein de ces particules? Voilà la réalité d'aujourd'hui. Et il y a urgence. Alors je veux bien qu'on dise qu'il faut construire, reconstruire, construire, mais s'il vous plaît, si on pouvait se dire, Jacques, que chaque pan de nature sur cette région, sur cette métropole, on ne le touchera plus. Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Ça demande des années de travail pour construire un îlot de verdure, alors que ça ne coûte rien de laisser un îlot de verdure qui existe déjà. Voilà, ça c'est des volontés qui sont pas faciles à entendre, parce que c'est vrai qu'il faut construire, il y a des gens qui doivent dormir, mais il y a des gens qui doivent vivre. La vision à moyen et long terme, ça doit être la santé des gens. Monsieur le maire, est-ce que vous faites passer ce message à Patrick Ollier, qui porte chaque année ou presque des concours Inventons la métropole? Mais je suis là parce que je représente la métropole en tant que président de la commission santé, et bien sûr, je suis en total accord avec toutes les actions qui ont été faites à la métropole sur la ZFE. C'est pas facile, la ZFE, c'est un exemple type d'une volonté zone à faible politique. émission. Et là, qui ne coûtera pas.
Oui, la zone à faible émission, qui est Pensez à quand notre même public. assez importante parce que... Oui, excusez-moi, je suis absolument désolé. Je reviens. Une zone à faible émission, ça veut dire qu'en gros, les véhicules qui sont très polluants, qui ont plus de 25 ans, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire en se disant ceux-là, ils sont très vieux et surtout ils polluent nos enfants, ils nous polluent. Et après, il faut accompagner. Il faut accompagner ce qu'on fait un peu toutes les collectivités en mettant un billet, un deuxième billet, un troisième. Mais là aussi, il faut mettre un endroit centralisateur. Parce que je vous parlais d'information aux citoyens. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut changer sa voiture et prendre de l'électrique, c'est un peu compliqué parce que chacun d'entre nous, Ça coûte un peu cher aussi. Ah oui, mais attendez, c'est ce que je vous disais aujourd'hui. C'est si on ne prend pas une décision financière, nous ne ferons rien. Ce que fait l'entreprise quand elle construit un îlot au centre de Paris, c'est mettre plein d'argent. C'est l'entreprise. Mais elle ne pourra pas gérer tout l'environnement. C'est à l'État. Il y a des décisions à prendre. C'est soit on les prend rapidement, soit on se fait des COP tous ensemble régulièrement et on fait des grands PCAET, c'est-à-dire des plans climat, air, énergie. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y en a un qui a été fait à la ville de Paris, un qui a été fait à la région Île-de-France, un qui a été fait à la métropole de Grand Paris, et moi j'en rédige un pour mon territoire. Mais il est temps de faire des PCAET moins épais, de fixer 2 ou 3 choses à faire. On fait le bilan à 1 an, c'est fait ou c'est pas fait. Il y a trop de mots dans ces PCAET qu'on n'arrivera pas à tenir, et on se rend compte que c'est un échec. Mais je vous le dis encore une fois, laissons la verdure et la nature sans la toucher. Travaillons à faire en sorte que les gens vivent mieux quand ils ont les yeux ouverts, mais c'est vrai qu'ils doivent dormir et avoir les yeux fermés. Mais vraiment, aujourd'hui, la santé est une priorité. La pollution est parfois inodore, incolore, mais si vous allez dans les services de pneumologie, de cancérologie et de pédiatrie de nos hôpitaux, vous allez vous rendre compte de la réalité de l'impact de cette pollution. On va essayer quand même de trouver des solutions, c'est le but de nos événements. Oui, je sais, mais excusez-moi, je m'emporte un peu, mais voilà. Sans se voiler la face non plus. Nathalie Bardin, est-ce que les bâtiments que vous allez ériger demain sont vraiment aussi la moyen aussi de décarboner la mobilité, puisqu'on parlait de la ZFE, la zone à faible émission que la métropole veut mettre en place pour limiter l'entrée des véhicules polluants dans la zone dense. Est-ce que justement le bâtiment, c'est la borne de recharge de demain? Moi, je voudrais réagir parce que on est et j'entends hein, tous les propos, le promoteur qui est stigmatisé en disant voilà c'est celui qui va dénaturer le territoire. Je pense vraiment et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que on n'a pas forcément la solution. Je pense vraiment que aujourd'hui, notre travail, c'est de dire comment est-ce qu'on répond, encore une fois, à des besoins très fondamentaux qui sont des besoins primaires de loger, de travailler, enfin d'avoir des espaces adaptés pour consommer et en même temps de préserver le territoire. Donc c'est vraiment pas une équation simple. Donc je veux le dire parce que on a le sentiment qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe et je pense aussi que aujourd'hui dans nos métiers, on s'empare du sujet. Vous parlez de la décarbonation. Oui, aujourd'hui, on s'est engagé à construire en bois. On a un partenariat très structurant avec un promoteur qui s'appelle Odeum, qui fait que du bois, de la construction bois, CLT. Alors effectivement, c'est pas optimum parce que le bois ne vient pas de France, mais c'est déjà un début de réponse. Le bois, il est autrichien. Il est autrichien, mais c'est déjà. Alors voilà, après ça pose tout un sujet de dire derrière ça, comment on structure la filière bois. Est-ce qu'il y a assez de scieries en France? Non. Est-ce qu'elles sont bien dimensionnées? Non. Enfin donc il y a tout ce sujet-là qui est posé, c'est-à-dire que derrière une solution d'un matériau décarboné, on a le même sujet sur d'autres matériaux biosourcés, du béton décarboné qui pose d'autres sujets. Donc à chaque fois, on a un bout de solution en façade, c'est le cas de le dire, qui pose derrière la question économique de comment est-ce que si on décarbone via un matériau, d'où est-ce qu'il vient et quel est l'ensemble de son cycle de vie sur 50 ans. Et c'est bien ça aujourd'hui que l'on regarde dans l'ensemble de nos opérations. C'est, qu'est-ce qui est de l'ordre du cosmétique, qu'est-ce qui est de l'ordre du structurel, conjoncturel. Et peut-être un deuxième élément de réponse par rapport à ça sur les matériaux. Néanmoins, la solution peut-être la plus vertueuse aujourd'hui, ça reste la restructuration.
c'est quand même, quand je disais bâtir la ville sur la ville, partant de l'existant. Aujourd'hui, l'impact carbone d'une structure, de la structure d'un bâtiment infrastructure, elle est de 50%. Donc la démolir, c'est un impact carbone monstrueux. Donc nous, notre travail aujourd'hui, il est de dire comment est-ce que sur le stock, on travaille ce stock, on le fait muter, et pas seulement dans le procédé constructif, mais également dans les usages. Comment je parlais encore une fois d'intensité. L'intensité, c'est pas uniquement d'agglomérer des gens dans un endroit. Au contraire, c'est plutôt de permettre à un lieu d'avoir plusieurs vies. Soit parce qu'il est mutable, soit parce que dans un même espace, on va pouvoir avoir un espace qui est du coworking où des gens pourront venir un temps, qui est un espace de restauration, qui est un espace de loisirs, qui est un espace de vie. Et donc on va pouvoir avoir dans un même lieu une intensification en fonction des moments de vie. Et donc ça, c'est aussi une réponse par rapport à la décarbonation, c'est aussi une réponse qui est plus par l'usage, mais l'immobilier par l'usage, c'est aussi une réponse par rapport à la crise climatique. Pierre-Yves Dulac, sur la décarbonation Je crois que la décarbonation, on est tous d'accord. Maintenant, on arrive au cœur du problème. C'est combien ça coûte, quel est le lien qu'on fait effectivement entre cette révolution écologique, je vais dire, et qui est tout à fait nécessaire pour lutter contre la pollution, le réchauffement, etc. Mais à quel coût raisonnable et acceptable par les usagers, par les citoyens, etc. Alors je pense que toute cette réflexion que l'on a, ces actions qu'on doit mener, comme disait Célia, de manière extrêmement urgente, elles passent par des investissements massifs. Je vais donner un petit exemple. À la sortie du premier confinement, le groupe Engie, on a réfléchi, on a proposé un plan de relance chez nous au niveau énergétique qui est sur 5 volets différents, l'efficacité énergétique, l'électricité bas carbone, etc. On a estimé au niveau national, sur les 3 ans à venir, 13 milliards d'euros d'investissement, 47 000 emplois à créer, avec des filières nouvelles. Donc je pense que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut profiter de cet élan. Il y a des mécaniques à mettre en œuvre qui ne le sont pas. Et ça, vous avez tout à fait raison, Célia. Il y a urgence à les mettre en œuvre parce que le rebond derrière, il va être à l'espace 3 ans. Ça va aller assez vite, mais il faut enclencher la machine. Un autre exemple, le gouvernement a lancé son plan de relance en septembre, 100 milliards d'euros, dont 30 pour l'écologie. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est pas du tout une critique, c'est un constat. À force de rencontrer les élus, les maires, etc., les maires me disent, mais le plan de relance, oui, où est l'argent aujourd'hui? Qui l'a l'argent? D'accord. Alors, je suis simplement un témoin. Oui, les collectivités, la ville de Paris a perdu 800 millions d'euros à cause de cette crise. Absolument. Madame le maire Hidalgo a dit, il y a 800 millions, etc. Donc il faut accélérer ce système. Si on ne le fait pas effectivement, on n'arrivera pas à réussir à gagner l'enjeu que l'on recherche. Je vais plus loin. Les nouvelles filières, des nouveaux métiers, des emplois, la formation des jeunes. Demain, c'est ce qu'on fait chez Engie. Aujourd'hui, on a pris un engagement, on a un CFA, un centre de formation des apprentis. Dans 2 ans, on veut qu'on ait 10% des effectifs techniciens qui sont en CFA, en apprentis chez nous. C'est énorme, on va être les premiers. L'idée, c'est de quoi? C'est de prendre des bacs pro, des BTS, des jeunes, de les former aux nouveaux métiers, en particulier sur la transition énergétique. Je vous rejoins aussi également. Les produits de base que l'on fabrique. Pourquoi vous disiez la filière bois? Je reviens juste un petit peu en arrière. Chez nous, on a le même problème. Le photovoltaïque. Les panneaux, aujourd'hui, on va les acheter en Chine. Inacceptable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recréer des filières extrêmement locales, extrêmement resserrées. Moi, le groupe, on est extrêmement pushing sur le fait de créer des liens économiques, des tissus, des filières entre des grandes entreprises, des collectivités, des TPE, des artisans. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut arrêter. Voilà. Célia Bloël, préparer 2030, c'est justement former, créer des filières d'avenir locales. C'est former, c'est créer. Nous, on suit un triptyque qui est décarboner, relocaliser, partager. Avec cette idée, effectivement, que ces 3 choses doivent se rencontrer quand vous parlez d'énergie. C'est décarboner l'énergie qui arrive à Paris, qui alimente Paris, en se disant que de toute façon, on va être nécessairement dans une relocalisation de sa production et de voir comment on peut la soutenir, même si ce n'est pas notre job, une fois encore. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, ce que vous disiez, l'investissement, on l'a dit au début, les villes, vous demandiez est-ce que les villes peuvent faire. Les villes, en fait, elles ont débordé largement
de leurs compétences dans plein de sujets. Nous, on fait de la politique énergétique, on fait de la politique agricole depuis janvier, avec un programme quand même. On a notre propre politique agricole avec une dérogation de la Commission européenne. On est rentré même dans... une maire adjointe Même à chargée, mais quand même, on a 55 millions d'euros avec l'Agence de l'eau sur la table pendant les 5 ans, avec des gens qui vont sortir du droit commun, des agriculteurs, pour bosser avec Paris. Vous voyez où on en est arrivé. Mais il y a un moment, a fortiori en sortie de cette crise, où on ne peut pas avancer tout le temps. Donc il y a vraiment un sujet de nouvelles politiques industrielles, de nouvelles politiques à mettre en œuvre pour donner ce cap. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez pour qu'on se comprenne bien. Quand je parle, parce que je partage totalement ce que vous avez dit, quand je parle de radicalité de l'action, c'est parce que, évidemment, face aux défis auxquels on fait face, nous devons en fait tout transformer. Et notre sujet, c'est pas que celui de la préservation de la nature et de la biodiversité, mais bien d'une transformation sociétale, de consommation, de production, de manière d'habiter, de se déplacer. Pour autant, il ne faut pas tomber non plus dans la démagogie. Et je pense que ce à quoi nous on fait face, entreprises, politiques, etc., tous les jours, c'est qu'en fait, quand on met les mains dans le cambouis, parce que finalement c'est ce qu'on fait toutes et tous ici, eh ben la réalité, elle vous revient en plein fouet. Donc c'est facile de dire nous ne voulons plus de béton et que du bois, sauf que la filière bois aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc il faut la construire. Et je en parlais avec mon homologue à la région chargé de la formation, qui lui-même disait, alors qu'on n'est pas de la même couleur politique, la même chose que vous. Si demain je veux 100, 200, 300 personnes qui me font de la réno énergétique, je ne les trouve pas aujourd'hui en France. Donc on sent bien que c'est un alignement à faire, qui est quand même, et là je prêche pour ma paroisse, vous allez dire, mais c'est la réalité, vraiment, vraiment poussé, tiré par les collectivités, parce que comme le disait Chantal Joanneau, nous sommes à portée de claque de nos administrés et des enjeux, donc on les sent et donc on transforme. Mais il y a vraiment besoin, ça, c'est l'enjeu de la décennie, à ce qu'on transforme cet élan collectivement. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Je voyais une interview hier, rien à voir, pas un grand climatologue, mais d'Albert Dupontel, qui disait « Ça fait 20-30 ans qu'on sait tout ça, 30, 40, même 50 ans que les études sont là. Est-ce qu'il y aurait des gens dans ce pays qui n'ont pas eu qui n'ont pas lu les mêmes études scientifiques et qui pourtant sont à un niveau? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on y aille sérieusement et qu'on se dise pas dans 10-20 ans on a ruiné en fait nous ça va, hein, on va s'en sortir, hein, mais c'est les générations qui arrivent qui vont quand même prendre ça de plein fouet. Ludovic Toro, en 30 secondes, parce qu'il nous reste 3 minutes, 30 on va faire un dernier secondes. tour de table. Une idée pour bâtir les villes face au dérèglement climatique. Alors, juste rapidement, j'entendais Madame Bardin qui disait ce sont les vilains. Non, c'est pas les vilains, parce que c'est nous les politiques qui dirigeons un peu votre façon de travailler. Donc c'est notre responsabilité. Il est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, vous avez vu, tous les chiffres sont là, ça fait des années et des années. Qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Et comme ça bouge pas au niveau national, chaque collectivité fait quelque chose. La ville de Paris fait, la région Île-de-France fait, la métropole fait et continue à faire chaque jour avec des propositions, mais en mettant de l'argent. C'est-à-dire que tout ce qui réussit, s'il n'y a pas d'argent, ça ne se fait pas. Donc maintenant, il va falloir trouver un moyen de mettre vraiment de l'argent, qui viendra très clairement de l'État. L'État devra mettre l'argent, et comme l'État peut-être n'est pas assez efficace, parce qu'on voit que les chiffres, et que l'État est régulièrement condamné par l'Europe et par toutes les autres associations, donnons de l'argent aux collectivités territoriales qui ont déjà mis de l'argent et qui continuent à mettre en place des actions pour vraiment qu'on avance. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. Ce qu'on fait partout dans nos collectivités, ça marche, mais on met de l'argent. On met de l'argent, pas qu'on a reçu, mais qu'on lève à une autre partie qu'on mettrait dans un investissement, un autre fonctionnement. Donc voilà, nous, on ne peut pas nous dire faites des choix budgétaires pour que l'environnement se développe. Non, mettez-nous de l'argent aux collectivités et on gérera et on fera avancer les choses. Première idée, l'État doit mettre plus d'argent. Nathalie Bardin, deuxième idée, pour conclure. Deuxième idée, oui, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Peut-être côté investisseur-promoteur que l'on est, nous, on aime bien être challengés. Et si on a travaillé avec Paris Co sur un référentiel sur la ville résiliente, et si on créait une incitation sur des projets, un label haute qualité résiliente ou impact positif qui permettent justement de construire de façon ou de transformer de façon plus vertueuse et qui pourrait être corrélé à un fonds carbone. Dans les entreprises, on fait ça pour inciter les entreprises, nos promoteurs à créer un projet vertueux. On crée des fonds carbone. Et si c'était corrélé à un fonds carbone, je pense que ça pourrait être une idée intéressante. Merci. Pierre-Yves Dulac.
Une idée qu'on est en rapidement. train de mettre en œuvre chez nous. Tout le monde, la plupart des gens autour de nous savent ce que c'est qu'un CPE. C'est un contrat de performance énergétique, c'est-à-dire qu'un opérateur va s'engager en fonction des travaux qu'il va mettre et de certains investissements à réduire la facture énergétique d'un bâtiment. Nous, on va plus loin. On voudrait créer, et on est en train d'initier un CPEE, qui est un contrat de performance énergétique et environnementale, qui puisse prendre en compte les émissions de pollution, les consommations, l'aspect économique, la construction. Et ce contrat permettrait d'englober ce que j'ai dit, tout, effectivement, la construction, les investissements et les coûts d'opération derrière. C'est Diabloel en 15 secondes. Alors, le fonds carbone, je vous en reparlerai, mais il est en cours de création à la ville de Paris, de plateforme de consommation carbone. Moi, c'est l'adjointe à la Seine qui va vous parler. La Seine, elle n'a pas de limite administrative, je crois, de plus en plus à l'idée qui faisait sourire il y a quelques années de tisser des liens de travail et d'expérimentation encore plus forts entre l'urbain et le rural pour demain produire plus d'énergie renouvelable, relocaliser la production agricole, recréer ces nouveaux métiers. Ce défi écologique, solidaire, comme vous voulez qu'on l'appelle, inclusif, résilient, j'en sais rien, cette transformation, on n'y arrivera pas dans nos limites administratives. Il faut qu'on pète ça et éventuellement qu'on fasse même les évolutions législatives nécessaires pour que les villes puissent mieux coopérer et travailler à avoir des objets et des véhicules communs pour avancer sur ces sujets. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.